À la une de l'actualité ce soir, le parti au pouvoir traduit en justice Ladji Bama. Le MPP accuse le journaliste d'investigation de diffamation. Tous les détails à suivre dans cette édition. Le secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, remobilise ses troupes pour 2021. Il annonce des actions de lutte pour la défense ferme des intérêts matériels et moraux des travailleurs. La chronique économie de ce lundi est consacrée à l'origine des financements des terroristes, d'où proviennent toutes ces ressources qui servent à exécuter les attaques terroristes. Élément de réponse dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de cette édition. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Le Sénégal fait la cour au Burkina Faso. Le pays veut briguer la présidence de la Confédération africaine de football. Et dans cette course, Macky Sall compte sur la voix du pays des hommes intègres. Son envoyé spécial a été reçu à Kosiama ce matin. Écoutons Matar Ba, le ministre des Sports sénégalais, à sa sortie d'audience avec le président du Faso. Nous sommes porteurs d'un message de son homologue, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Vous savez que nous sommes dans la campagne pour la présidence de la CAF et au-delà des fédérations, il y a aussi les pays. Et il fallait venir le rencontrer le ministre des Sports et le président de la fédération burkinabé de football pour discuter autour de l'unité africaine, discuter aussi autour du football africain, faire de sorte que cette élection ne soit pas source de division, qu'on puisse y aller ensemble pour relever les défis qui interpellent le football africain. Restons à la présidence du Faso avec le ministère en charge de la réconciliation nationale qui est rattaché à un département dirigé par Zéphirin Diabré qui poursuit ses séries d'audiences. Ce lundi, il a reçu les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Leur association est porteuse des mémorandums sur la réconciliation nationale. Plus de précisions avec Archmed Boy. Les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, reçus par Zéphirin Diabré ce 1er mars. Ces victimes sont venues exposer au ministre en charge de la réconciliation nationale les cas de certains de leurs camarades nécessitant une prise en charge sanitaire urgente. Et ces différents cas sont contenus dans ce mémorandum. Et ce mémorandum passe par deux points. Et l'essentiel, c'est les questions de santé liées aux blessés de l'insurrection, à savoir une carte qui permettra aux blessés de pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne leur mal qu'ils ont, donc les blessures liées à l'insurrection. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour ces points-là. Et nos doléances concernent ces points, santé, justice et réconciliation. Et dans sa conception du processus de la réconciliation nationale, l'Association des blessés de l'insurrection populaire estime qu'une fois la justice rendue, l'on peut aller à l'étape du pardon. La réconciliation, c'est la nature même de Burkinabé, c'est de s'accepter entre nous. Et ça, je sais que moi-même, je vis ça depuis que je suis petit. J'ai toujours demandé pardon et on m'a toujours pardonné. Et donc j'estime que si seulement le vœu est de venir à la réconciliation, c'est de parler de manière franche afin que les cœurs soient apaisés. L'Association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 compte plus de 250 victimes. Lors de sa dernière sortie médiatique en septembre 2020, elle invitait le gouvernement à se pencher sur la situation sanitaire de ses membres. Cette autre interpellation du gouvernement, elle nous vient des organisations syndicales. Le collectif CGTB appelle l'exécutif à mettre fin à ce qu'il qualifie de réforme anti-travailleurs.
La Confédération générale du travail du Burkina, qui n'hésite pas à bander les muscles pour se faire entendre, Bassolma Bazié remobilise ainsi ses troupes. Des actions de lutte pour la défense ferme des intérêts matériels et moraux des travailleurs sont annoncées. Archmed Boy. L'année 2020 aura été marquée par une répression des travailleurs en lutte légitime, selon le collectif syndical CGTB, Confédération générale du travail du Burkina. Il en veut pour preuve les suspensions et coupures de salaire de travailleurs pour faire de grève, les affectations jugées arbitraires et la traduction en conseil de discipline de son secrétaire général confédéral, Bassolma Bazié. Tout ceci sous le couvert de la pandémie de la Covid-19. La survenue de la pandémie du coronavirus a servi surtout de prétexte au gouvernement MPP pour remettre en cause les libertés syndicales et démocratiques et a même été utilisé comme un véritable business. Exemple du budget initial du plan de riposte contre la Covid-19 du Centre de riposte aux urgences sanitaires, CORUS, et gestion de 6 milliards de francs de gré à gré en 29 marchés au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN, confère le reporter numéro 293. Au cours de cette rencontre qui fait office de présentation de vœux à leur premier responsable, le collectif remobilise ses troupes et annonce pour 2021 une lutte acharnée pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. L'année 2021 qui commence s'annonce rude, ce d'autant que le pouvoir a clairement indiqué qu'il reste sur la voie des réformes anti-travailleurs. Comme l'a relevé le président du comité d'organisation, ceux qui dirigent le pays ne se sentent pas concernés par leur propre discours sur la nécessité des sacrifices. À preuve, les contrats illégaux qui octroient aux membres du gouvernement et aux présidents d'institutions des salaires bien au-dessus de ceux fixés par les textes. À cela s'ajoute le refus d'exécuter des décisions de justice rétablissant par exemple les militants de l'Alliance Police Nationale ainsi que les 3 militants du SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Et cette attitude du gouvernement, le collectif syndical CGTB ne l'acceptera pas, indique Bassolma Bazié. La CGTB charge le pouvoir MPP. L'Adjibama, lui, le soupçonne d'avoir attenté à sa vie. Nous sommes en décembre dernier, de retour de la ville de Dori, dans le Sahel, où il avait co-animé un panel sur la corruption électorale. Le véhicule dans lequel le journaliste se trouvait aurait essuyé un tir. Dans son témoignage, notre confrère a pointé un doigt accusateur sur le MPP et la société minière Essakane. En ces termes, je n'ai aucun élément pour accuser qui que ce soit, mais j'ai de forts soupçons à l'endroit du parti au pouvoir et de l'entreprise minière Ayam Gold Essakane. De quoi déclencher le courroux du MPP qui a posé une plainte. Écoutons à ce propos Maître Prosper Farama, le conseil du journaliste Ladjibama. Oui, nous avons été constitués par le journaliste Ladjibama pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite contre lui par le MPP. Pour des faits assez simples, alors qu'il estime que lors d'un de ses voyages, son véhicule aurait essuyé une balle. L'impact d'une balle. Lors d'une interview, le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce qu'il soupçonnait des gens. Il a juste répondu qu'il n'avait aucun élément, je reprends ces termes, presque in extenso. Je n'ai aucun élément à ce stade pour accuser qui que ce soit, mais j'ai de forts soupçons contre le MPP et Essakane. Et curieusement d'ailleurs, c'est le MPP qui s'est senti diffamé et qui a déposé donc une plainte contre lui. Nous avons plaidé pour démontrer qu'il n'y avait aucun élément constitutif d'une infraction. Parce que d'ailleurs dans l'article, il n'a même pas visé le MPP. Il a dit le parti au pouvoir. Bon, en droit, mais ce n'est pas un élément de notre avis suffisant pour déterminer la partie visée. En plus, nous avons dit que le jugement de soupçon
n'est pas l'imputation d'un fait. Le fait de dire que je soupçonne une personne, n'est pas l'imputation d'un fait qui fait qu'en droit, on puisse considérer qu'il y a un élément, un commencement d'éléments factuels pour dire qu'il y a diffamation. Ce n'est qu'un jugement, surtout qu'il prend le soin de préciser qu'il n'a aucun élément pour accuser qui que ce soit. Enfin, nous avons plaidé pour démontrer très clairement que l'honneur et la considération du MPP ne pouvaient pas être ternis par le fait que quelqu'un dise qu'il soupçonne. Dans l'actualité également de ce 1er mars, il y a cette sortie des commerçants de pièces détachées, cycles et cyclomoteurs. Leur domaine d'activité subit de plein fouet la crise sanitaire. Réunis au sein d'une union, ils veulent désormais s'organiser pour faire face au choc de la pandémie. Archimède Boy. L'Union des vendeurs de pièces détachées cycles et cyclomoteurs tient sa première assemblée générale de l'année 2021. Il s'agit pour le bureau exécutif de l'Union de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année précédente et aplanir les difficultés. Un bureau qui travaille, qui fonctionne, à chaque année, il doit rendre compte aux membres et à ses collaborateurs. Il n'y a pas trop de difficultés, sauf qu'on doit s'organiser pour que ceux qui doivent vendre en gros, et ceux qui doivent vendre le demi-gros, vendent le demi-gros, et ceux qui doivent vendre en détail, fassent le détail. Pour le ministère en charge du commerce, cette structure est un maillon essentiel dans la chaîne des partenaires contribuant à l'essor de l'économie nationale. Il faut dire que c'est une association très importante au niveau du ministère du Commerce, en tout cas parmi les partenaires du ministère du Commerce. Et si vous vous rappelez bien, en 2019, notamment le 30 septembre 2019, nous avons organisé une campagne de déstockage des produits de la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 900 millions de francs CFA et ce qui a permis de déstocker des produits de la SAP olympique. Ensuite, en 2020, nous avons organisé le même exercice avec la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 1,4 milliard de francs CFA de produits de la SAP olympique, ce qui a permis de soulager la SAP olympique qui était une société vraiment en difficulté. En perspective, l'Union compte former ses membres en vue d'une meilleure organisation du secteur des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs. Restons dans le domaine de l'économie pour ouvrir la page de la chronique économie de ce lundi. Vous êtes-vous déjà demandé d'où proviennent toutes ces ressources financières des terroristes qui servent à planifier et exécuter des attaques? Eh bien, ce soir, nous en parlons. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que leurs premières ressources se capitalisent sur fonds propres. Ils créent des zones sous leur emprise et imposent leurs dictats qui génèrent des ressources, des systèmes d'imposition révélés dans le rapport 2020 du Conseil économique et social. Les détails avec Benjamin Kwame. Il y a 7 principaux groupes rebelles et ou terroristes actifs à travers le monde, selon Interpol. Information rapportée par le Conseil économique et social burkinabé. Ces terroristes utilisent tous les moyens possibles pour se financer afin d'exécuter leurs besoins. Selon les dernières données révélées par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, les ressources de ces terroristes s'établiraient à plus d'1 milliard de dollars, soit plus de 750 milliards de francs CFA. Une somme qui se fait par donation ou encore par microfinancement extérieur et tous les secteurs d'activité sont visés. Ils ont leurs fournisseurs, ils ont leurs passeurs, ils ont tous les financiers, tout. Dans tous les secteurs, il y a des pays qui sont dénoncés comme soutenant les activités de ces organisations qui sont très bien connues d'ailleurs et qui officiellement financent un certain nombre d'activités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent effectivement qui sont en jeu. C'est-à-dire, souvent on connaît les budgets qui sont destinés par exemple à la promotion de telle activité, mais derrière les détournements qui se font, ça on ne sait pas. Quelles destinations prennent souvent l'argent qui n'est pas vraiment sale
S'il y a de l'argent propre qui circule avec ces terroristes, il ne faut pas oublier les trafics illicites. En parlant du blanchiment de capitaux, l'un des aspects sur lesquels s'est attardé le rapport 2020 du Conseil économique et social. En dehors du financement extérieur, un coin de voile a été levé sur l'autofinancement de ces terroristes. Il se rapporte au vol de bétail, au braquage à main armée, au braconnage et surtout au trafic de drogue. On sait qu'il y a une part de financement extérieur. Mais quand vous lisez le rapport confirme effectivement un certain nombre de pratiques qu'on a vues. Vous avez vu quand on a vu les prédations sur le bétail des gens, c'était systématique. Soit c'est pour la nourriture, soit c'est pour les revendre sur d'autres marchés et ça fait des revenus, j'allais dire monétaires. On a vu aussi des attaques de domiciles où on a emporté des butins, de l'argent, pas que de l'argent, des vivres aussi. Les braquages qu'on a vu un peu partout. Donc, le rapport a essayé d'identifier un certain nombre de sources de financement qui permettent d'alimenter l'action de ces terroristes-là. À cela, il faut ajouter le système d'impôts et de redevances qui permet de générer d'importants revenus, comme ce fut le cas avec les Moudjahos dans le nord du Mali. Quand ils ont conquis, ils sont dans une région qu'ils contrôlent, où les populations sont soumises à leur dictat. Donc, une sorte d'impôt, l'État impose bien les citoyens. Donc, eux, comme c'est un autre État qu'ils veulent créer, ils ont des moyens de subsistance de cet État qui, en l'occurrence, sont les taxes qu'ils imposent contre la protection qu'ils leur délivrent dans leur territoire. Le rapport du Conseil économique et social indique aussi que dans le Sahel burkinabé, des pratiques de prélèvement de la zakat, une sorte d'impôt, sont récupérées auprès des populations des zones sous emprise de ces groupes armés. À côté, il y a des enlèvements contre rançon et le trafic des biens culturels, des activités qui génèrent d'énormes ressources que les gouvernants des pays de l'UEMOA devraient travailler à stopper. Je crois qu'on dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Je crois que pour tous les pays qui luttent, en lutte contre le terrorisme, là, c'est déjà connaître leurs sources de financement et puis couper ces sources de financement au maximum. Ils vont toujours s'adapter, c'est une guerre. Donc ils auront toujours des astuces pour se financer. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans le système classique, via les banques, c'est pratiquement difficile de financer ces activités illégales. Sinon, on vous prend. Donc, ils développent d'autres techniques informelles et c'est aux services financiers, de nos États, au renseignement, d'infiltrer et puis de casser à nouveau ces systèmes jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la capacité, c'est-à-dire de réduire. Quand ils n'auront pas assez de ressources, ils seront moins actifs et moins dangereux. Il est bon de le savoir, de 2015 à 2020, 1655 personnes ont été tuées dans les attaques terroristes au Burkina Faso. De ce nombre, on note 436 forces de défense et de sécurité tombées, les armes à la main. La chronique économie du jour signée Benjamin Kwame. Mais vous le savez, habituellement, cette rubrique est animée par notre collègue Rémi Lambert-Nibier. Rémi qui a définitivement rangé la caméra et le micro le mercredi dernier au profit du monde de l'au-delà. La douleur est certes atroce, mais nous restons debout car, comme le dit la philosophe humaniste Simone Veil, ce que tu as sémé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Pour dire à quel point, Rémi, tu as été un élément essentiel dans nos vies. Va en paix, chers collègues. Repose en paix, chers frères et amis. De la part de ton petit Razak, ton voisin d'en face au bureau, le vrai papa d'Andrés, ton fils, comme je te taquinais à longueur de journée. Adieu, Rémi Lambert-Nibier. La suite de ce journal avec ce partenariat fructueux, gouvernement burkinabé et ONG Res Republica, une collaboration qui a permis la réalisation d'un laboratoire biomédical au profit du centre de santé urbain de Nanoro dans le Boulkiemde. L'infrastructure inaugurée le samedi dernier vaut plus de 55 millions de francs CFA. Majid Bakouan. Le centre de santé urbain de Nanoro dans la province du Boulkiemde dispose désormais d'un laboratoire biomédical entièrement équipé.
Cette infrastructure devra permettre de réaliser des examens d'hématologie, de parasitologie et d'hémérologie. Un ouf de soulagement pour le personnel de santé qui voit ses conditions de travail améliorées. Oui, le laboratoire vient à point nommé parce que depuis l'inauguration du CM urbain, quand on dit CM, c'est dispensaire, c'est maternité, c'est laboratoire. On avait les autres compartiments, mais on n'avait pas le laboratoire. Donc, l'inauguration du laboratoire là vient à point nommé. Et vraiment, c'est un gros soulagement pour la population parce que avant, il fallait faire presque les examens. Les gens vont aller au CMA pour faire l'examen, revenir avec les résultats. Donc, ça épuise le patient, ça épuise le prestataire. Ce laboratoire est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et l'ONG Respublica, qui est également le réalisateur du CSP devenu un centre médical urbain. L'infrastructure a coûté un peu plus de 55 millions de francs CFA. Nous avons souhaité poursuivre nos efforts en complétant ce centre médical d'un laboratoire d'analyse médicale afin de proposer aux populations une offre de services et un cadre de soins de meilleure qualité. Et avoir un laboratoire, ça vient compléter l'élément qui manquait dans ce centre médical. Et nous avons voulu faire ce déplacement pour dire merci à l'ONG Respublica pour ce don et les investissements qu'ils font dans cette région de Nanoro. Et aussi remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce que ce joyau puisse être remis au ministère de la Santé ce matin. L'ONG Respublica, créée en 2001, œuvre au développement et à la promotion de l'intérêt public. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agro-pastoral. La région du centre-ouest, précisément les communes de Nanoro, de Pela et de Sao, représente sa zone d'intervention. Cet autre partenariat avec le gouvernement qui profite aux populations de Dapelogo dans le plateau central, c'est la Croix-Rouge Burkina qui s'associe à l'exécutif pour réaliser un poste d'eau autonome, une adduction d'eau potable qui vient mettre fin au calvaire des élèves de l'école B de Manessa de cette localité. Alexis Belemnaba. Une joie manifeste des habitants du village de Manessa dans la commune de Dapelogo. Plus question de parcourir des distances pour aller chercher de l'eau potable. L'école B de Manessa en dispose désormais. Un PAE, un poste d'eau autonome d'une capacité de 3 mètres cubes. Il possède 3 branchements particuliers qui permettent aux élèves et à toute la population de s'offrir de l'eau potable. Cette réalisation est le fruit du partenariat entre le gouvernement burkinabé et la Croix-Rouge. Cette organisation humanitaire intervient pour soulager les populations vulnérables. Et le manque d'eau fait partie de la vulnérabilité des populations. Et si nous avons, avec notre partenaire, la Croix-Rouge de Luxembourg, négocié pour avoir ce projet pour les écoles, ça nous fait plaisir de remettre ces ouvrages-là à la population, surtout aux élèves. Dans les écoles, nous savons très bien que les élèves souffrent quand il manque de l'eau. Et vraiment, c'est un soulagement pour eux et aussi une satisfaction pour nous. Lancé en 2019 pour une durée de 5 ans, le projet dénommé Eau, hygiène et assainissement a un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. En 2 ans d'existence, le projet connaît un taux de réalisation de 48%. Des AEPS ont été réalisés. Il y a des AEPS qui sont toujours en cours dans les communes de Tanguin d'Assouri. Au niveau de Dapelogo, on a voulu bien travailler aussi pour résoudre le problème d'accès à l'eau potable et de l'assainissement au niveau des établissements des écoles. Pour cela, une évaluation des écoles vulnérables a été faite courant 2020 qui nous a permis d'identifier un certain nombre d'écoles qui bénéficient de ces ouvrages. La satisfaction est grande au niveau du conseil municipal de la commune de Dapelogo. Le calvaire de sa population se trouve réduite. Quand vous êtes une commune où la majorité, où les élèves ont du mal à avoir de l'eau potable et que ce rêve est devenu une réalité, nous ne pouvons qu'être heureux et remercier vraiment la Croix-Rouge parce que ce n'est pas une première. Vous savez, dans notre commune, la Croix-Rouge est intervenue depuis longtemps et continue d'intervenir. Et vous voyez ce que nous avons eu aujourd'hui, ce que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, c'est des écoles où nous avons fait des forages négatifs à 3 reprises. Manessa, B, Youmbiri, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est
solution vraiment qui nous tient à cœur et que nous sommes vraiment heureux. Les écoles Voaga A et Manessa A ont bénéficié de blocs de latrines. L'école Yumiri, quant à elle, a bénéficié aussi de postes d'eau autonomes. Pour terminer, et de 4 pour l'artiste chanteur Emilio Le Chanceux, un nouvel album de 12 titres dénommé Intégration. Le Koundé d'Or de 2017 veut aller à la conquête de l'international. Le plus présenté à la presse ce week-end est un véritable chef-d'œuvre en collaboration avec des artistes comme Faniko du Bénin, Chidima du Nigeria, Kérosène et Baby Philippe de la Côte d'Ivoire. Présentation avec Justin Amonto. Devant les médias, Emilio Le Chanceux reste focus sur la sortie de son 4e album, titré Intégration. Pour l'artiste, point besoin de parler de l'affaire Ziquette, du nom de sa jeune danseuse qu'il accuse sur les réseaux sociaux d'abus sexuels. Pour cette affaire que vous voulez savoir, moi je pense que aujourd'hui nous sommes en train de parler du 4e album. Le plus important, c'est ça. L'artiste, à travers cet album, vise l'international. Il veut porter sa musique au-delà des frontières du Burkina. L'intégration, ça parle de l'intégration musicale. Je loue Dieu dans l'album, le premier titre, Louange. Je donne des conseils à la jeunesse. On a beaucoup de concepts dedans. Et il y a aussi de la comédie musicale aussi dans l'album. Donc il y a pratiquement 20 titres parce qu'on voulait même diminuer, mais on n'arrivait même pas à diminuer. Sur l'album, plusieurs featuring avec des artistes africains, dont Sidiki Diabaté du Mali, Chidima du Nigeria, Faniko du Bénin, Kérosène et Baby Philippe de la Côte d'Ivoire. Pour les amis de l'artiste, cet album interpelle les Africains sur les valeurs d'intégration. On doit vraiment aller dans ce sens, dans le sens de l'intégration, pour permettre à nos communautés de vivre ensemble, voilà, musicalement parlant en tout cas. Il faut apporter de l'innovation, il faut essayer à chaque fois d'apporter encore plus. Le fils du pays, Emilio Le Chanceux, à l'état civil Émile Ilboudo, dit avoir fait don du premier CD dédicacé au Mogonaba, empereur des Mossé. Et séance tenante, son second CD est vendu au prix d'1 million de francs CFA. Avant de nous quitter, ce communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières donc, a le regret d'informer la population burkinabé que dans la nuit du 27 au 28 février 2021, un éboulement s'est produit sur un site d'or artisanal dans le village d'Imiéré, à une trentaine de kilomètres de Kongoussi, province du Bama, région du centre-nord. Sur l'axe Kongoussi-Tikare, le bilan actuel fait état malheureusement de 11 morts. En attendant de situer les causes de ce déboulement, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières invite les acteurs de l'exploitation artisanale de l'or à observer les mesures de sécurité nécessaires à l'exercice de cette activité. C'est signé donc la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis Koumbri dans le Yatengar. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.